Les 9h20 sur Sud Radio et c'est la vérité en face avec notre éditorialiste Elisabeth Lévy et Philippe Val qui est ancien directeur de Charlie Hebdo. Bonjour, Bonjour Philippe à tous les Val. deux. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisabeth Bonjour Lévy. Patrick, Alors évidemment, après tout à l'heure vous avoir entendu dans votre édito. On va débattre de Marine Le Pen. Marine Le Pen est-elle capable de mener le pays? Est-elle dangereuse pour la démocratie? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui? Est-ce qu'elle est véritablement encore d'extrême droite? Y a-t-il deux poids, deux mesures également dans le traitement de Marine Le Pen dans les médias? Les auditeurs vont pouvoir réagir également dans ce débat où nous sommes ensemble. Philippe Val, commençons avec vous. Est-ce que, d'ailleurs, on peut considérer que Marine Le Pen, parce que beaucoup de candidats et de ses adversaires disent toujours c'est la candidate d'extrême droite. Est-ce que vous la qualifiez de candidate d'extrême droite? Oui, enfin c'est une extrême droite, voilà, c'est sur l'échiquier politique, c'est à droite de la droite, et c'est une droite nationaliste, radicale, avec... elle a essayé de rendre son image plus gentille. Je ne sais pas si c'est trouble derrière le son, mais le fait est que d'ailleurs peut-être qu'elle l'est, mais son parti est à l'extrême de la droite, oui. Oui. Elisabeth Lévy. Moi, je crois pas, en fait. Je crois justement que c'est très compliqué de la classer sur un axe droite-gauche, parce qu'il y a des éléments divers et variés. Mais d'abord, je rappelle deux choses sur extrême droite. Un, c'est pas un mot qui est fait pour décrire, c'est un mot qui est fait pour disqualifier. Si vous voulez, donc c'est pour ça que moi je ne l'emploie pas, et je ne crois pas qu'il y ait 22-23% de gens d'extrême droite en France, ou 46% la semaine prochaine, ça je n'y crois pas un instant. Vous avez déjà donné le résultat? Non, mais c'est ce que disent les sondages, si vous voulez. Donc, et deux, je crois qu'il y a des éléments assez composites dans son programme. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est qu'elle est plutôt de droite sur la question de l'immigration, sur les questions identitaires, et relativement de gauche sur les questions sociales et économiques. Donc non, je n'appelle pas ça d'extrême droite, mais surtout parce que c'est un mot qui empêche de penser, si vous voulez. Il y a maintenant, pardon, je finis vite Philippe, il y a maintenant une extension illimitée du domaine de l'extrême droite. J'ai entendu dire hier que de ne pas être favorable à l'Union européenne, d'abord on a le droit de ne pas être pour l'Union européenne, excusez-moi, c'était d'extrême droite. Donc maintenant, quelqu'un qui refuse de vous donner l'heure, vous allez dire qu'il est d'extrême droite. En quoi est-elle d'extrême droite, Philippe? Non, l'extrême droite, elle n'a jamais... Enfin, il y a différentes sortes d'extrême droite. Il y a des extrêmes droites sociales. Ça a été le cas, par exemple, du fascisme italien. Le fascisme italien était un fascisme social et centralisateur. Il y a d'autres sortes d'extrême droite qui sont, au contraire, aristocratiques, basées uniquement sur les races, qui n'était pas le cas, d'ailleurs, du fascisme italien. Donc, voilà, il y a une... Mais c'est quoi l'extrême droite? Si on pouvait le définir, est-ce que on savait ce qu'était l'extrême droite il y a, je sais pas moi, 40-50 ans? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une définition à apporter? Mais la droite, par exemple, la droite, dans son histoire, a bougé. Il y a eu une droite légitimiste, orléaniste, etc. La droite s'est convertie à la République, à la démocratie. L'extrême droite elle-même a bougé. L'extrême droite, aujourd'hui, elle se définit par des thèmes identitaires très forts. Elle soulève des problèmes qui ne sont pas toujours d'ailleurs de faux problèmes. Elle propose, mais ce sont ces solutions qui posent des vrais problèmes. Ce sont des solutions plutôt autoritaires, des solutions qui ne rassemblent pas les Français autour d'une cause commune. L'anti-européisme n'est pas d'extrême droite, c'est vrai. Philippe Séguin, Jean-Pierre Chevènement n'étaient pas particulièrement des gens d'extrême droite. Mais en revanche, c'est une des causes de l'extrême droite, avec cette défense des terroirs, des origines, des choses du passé, des façons de fonctionner. Voilà. Mais l'anti-européisme fait partie de l'idéologie de l'extrême droite, mais n'est pas exclusif à l'extrême droite. Alors, deux choses. La première, Marcel Gauchet, hier d'ailleurs, ou avant-hier, il répondait
comme moi, cette question, non, elle n'est pas d'extrême droite. Il disait plutôt, elle fait penser à cette droite gaulliste des débuts de la Ve République, au RPR, une première mouture en quelque sorte. Il disait, c'est plutôt ça, quand on regarde un peu la chimie et le programme, c'est ce qu'il disait. Je trouve pas ça complètement absurde. Bon, évidemment, sur la question institutionnelle, vous voyez bien qu'elle respecte le résultat des élections, elle n'appelle pas à cela, mais vous avez dit une chose intéressante. Vous avez dit beaucoup de choses intéressantes, bien sûr, cher Philippe, mais vous avez dit les terroirs. Ouais. Et en fait, je crois, si vous voulez, qu'il y a un clivage aujourd'hui qui a d'ailleurs été énoncé par le sociologue américain David Goodhart entre les gens de quelque part et les gens de nulle part, les sauts de frontières et les gens enracinés. Oui, il y a un clivage sur l'enracinement. Et il y a dans ce pays, si vous voulez, beaucoup de gens qui ne veulent pas renoncer à cet enracinement. Il y a une demande effectivement de cet enracinement qui va avec le rapport au passé. Il y a une demande de continuité historique, si vous voulez. Et dans le fond, c'est pour ça que le débat avec Emmanuel Macron, même s'il dit depuis hier qu'il n'est plus progressiste, enfin bon, Emmanuel Macron, c'est un homme du nouveau monde, encore une fois, c'est tout à fait respectable. C'est un homme qui se projette simplement dans l'avenir, qui regarde peu dans le rétroviseur, et moi je crois qu'un des besoins les plus profonds de l'âme humaine, c'est précisément la continuité historique. L'enracinement, se raccorder au passé pour avoir un avenir. Ouais. Là où Marine Le Pen a des problèmes avec les institutions démocratiques, on le voit là maintenant en fin de campagne parce qu'elle insiste beaucoup là-dessus, c'est la question des référendums. C'est une chose que pratiquait beaucoup le Second Empire. Le général de Gaulle aussi. Oui, ça lui a pas d'ailleurs, ça lui a pas beaucoup réussi. Oui, ça n'a pas beaucoup réussi. Mais les référendums à tout bout de champ, ça veut dire que on ne croit pas à la représentation. Et ça, c'est un des grands trucs, l'antiparlementarisme, qu'on a chassé par la fenêtre et revenu par la porte avec les référendums dans le discours de l'extrême droite. Parce que on fait fi du Parlement, on fait fi de la Constitution, on veut la changer par référendum, on demande l'avis au peuple, soi-disant, sur tout, mais finalement, c'est le refus des experts ou des gens qui travaillent. Enfin, il faut une représentation. On sait très bien que la démocratie ne peut fonctionner qu'avec sa représentation. Mais cette représentation n'est pas aimée par l'extrême droite. Le recours au référendum constant, l'appel soi-disant au peuple pour donner son avis sur des sujets d'une complexité folle, bien souvent, on est bien incapable de répondre à des tas de questions très techniques sur l'administration d'un pays. Et y avoir recours, en réalité, c'est apporter la réponse avant qu'elle ne soit donnée. Oui. Alors ça, c'est très intéressant. D'abord parce qu'il y a même si je note que vous n'avez pas répondu sur l'enracinement. Ce que l'enracinement, je pense que on a tous. Il faut hiérarchiser ces choses-là en soi-même. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'aime mon pays, j'aime la langue, j'aime bien manger, j'aime bien tout ce qu'on veut. Enfin voilà. Je suis prêt à le défendre. Mais il y a des choses qui passent avant. Le fait d'être un démocrate, le fait d'être européen, le fait de... Pour moi, ça passe avant. Oui, c'est plus important. On vient de quelque part. On vient bien sûr de quelque part. Et pourquoi d'ailleurs on a toujours envie de retrouver un peu, entre guillemets, ses origines et justement un peu ses racines. Mais ça, c'est valable en fait pour tout le monde et c'est pas forcément d'extrême droite, ça. Non, c'est pas d'extrême droite, bien sûr. Ou alors, mais il y a des façons d'aimer qui sont exclusives, des façons d'aimer qui sont jalouses et des façons d'aimer qui sont tranquilles, plus apaisé, etc. Moi, je pense que ces choses sont importantes, mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout. Il faut se projeter dans l'avenir. Il faut aimer le présent tel qu'il est imparfait, tel qu'il est impur, tel que parfois il met en danger des coutumes, des mœurs. Mais parfois les coutumes et les mœurs doivent changer. Il faut aimer le présent. Alors excusez-moi. Alors ça, c'est un nouveau commandement dont je n'avais jamais entendu parler. Non, mais au quotidien, quand on se lève le matin, on a intérêt quand même à avoir plus de curiosité. Au moins une énergie de curiosité plutôt qu'une énergie de refus. Eh bien, moi, je vais vous dire, je n'aime pas beaucoup mon époque. Je trouve que beaucoup de choses étaient mieux avant, la langue française pour commencer. Mais vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de l'amour des différents types d'amour qu'on peut avoir. Eh bien, oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont pour la France un amour inquiet.
d'accord, parce qu'il pense qu'elle est menacée, parce qu'il pense que effectivement les changements qui ont été mis en œuvre ces dernières années, enfin qui ont été mis en œuvre, non, ils n'ont pas été décidés par complot. Les changements qui se sont produits ces dernières années, ils ne les trouvent pas positifs, ils ne reconnaissent pas leur pays. Pour ma part, je vais souvent dans certaines banlieues pour des raisons familiales. Effectivement, ça n'est plus vraiment la France. Je suis navré. Ça ne veut pas dire que c'est horrible ou je veux dire, il y a des choses très sympathiques et très agréables dans toutes sortes de pays, mais les gens veulent reconnaître quelque chose. Mais tout de même, je ne sais pas s'il y a une pause ou pas, mais j'aimerais tout de même vous répondre sur une chose très importante sur le référendum. Parce que cette peur du peuple, quand même, est assez inquiétante. C'est pas une peur du peuple. C'est pas une peur. C'est que simplement. Il est trop con pour comprendre. Pardon de l'expression. Parlons vrai sur Sud Radio, on va continuer juste. Petite pause dans un instant et les référendums. Justement, autour des référendums. Voilà. Est-ce que le peuple peut comprendre, pas comprendre, répondre, pas répondre? Philippe Val, Elisabeth Lévy et d'ailleurs, au passage, Philippe Val, je vous conseille aussi son dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. Formidable. Il dit beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais son livre est je vous recommande son livre qui est absolument formidable. Et puis vous pouvez réagir évidemment à ce débat. 0826 300 300, n'hésitez pas. Non mais vraiment, c'est tout à fait sincère. On revient tout de suite. Non, c'est vraiment un très bon livre. À tout de suite. 5h-10h, le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Sud Radio présidentielle 2022, la vérité en face. Merci d'avoir choisi Sud Radio à tous. On continue la vérité en face avec Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, et Elisabeth Lévy. Oui, Elisabeth Lévy. Alors, nous en sommes à ces questions autour de Marine Le Pen. Est-ce qu'elle est capable de mener le pays? Est-ce qu'il faut la dédiaboliser? Est-ce qu'on continue pour certains de la diaboliser? Est-ce qu'elle représente l'extrême droite? Est-ce qu'elle incarne ça? On en a déjà débattu en fait à l'instant et on continue. Et on était sur une question en fait très intéressante juste avant la pause autour des référendums, quoi. Philippe Val, vous étiez en fait sur cette ligne en disant quelqu'un qui ne veut plus de la démocratie représentative en quelque sorte, qui veut la fouler pour aller directement à des référendums, consulter les Français, ça c'est grosso modo c'est dangereux. Ah ça oui, c'est la pente autoritaire la plus dangereuse pour moi, parce que tout simplement on a besoin, c'est pas que le peuple est idiot et soit trop con comme disait Elisabeth, pour comprendre, c'est que effectivement qui que nous soyons, nous avons des grandes difficultés à comprendre certaines choses. Il faut que des experts nous expliquent, ou voire même expliquent à nos représentants pour qu'ils votent. Et ils travaillent, la Chambre, nos deux chambres travaillent avec des experts, travaillent avec la Cour des comptes, travaillent avec tout ça. Enfin bon. Par exemple, vous prenez, si vous voulez vous faire opérer de l'appendicite, vous n'allez pas voir le boucher d'à côté. Vous allez voir quelqu'un qui a fait 8 ans d'études, enfin, ou 10 ans, enfin voilà, spécialisé. Vous prenez pas des décisions médicales. On a vu ça sur les vaccins. Je voudrais savoir, par exemple, les anti-vax, quelle était leur note en classe. Non, mais par exemple... attends, quelles étaient leurs notes en classe? J'aimerais bien savoir leur bulletin scolaire pour qu'ils aient à se prononcer sur un vaccin à ARN. Ensuite, je veux dire, sur les questions d'énergie, bien dans le micro. Je fais mon mea culpa sur les questions. Être anti-nucléaire dans les années 70, c'était comme aimer la musique à la mode. Bon, eh bien, on n'y connaissait rien. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on était idiots parce que la pollution par les centrales à gaz et à charbon fait 110 000 morts pratiquement en France tous les ans, alors que le nucléaire dans le monde entier en 50 ans, les accidents nucléaires ont fait 1100 morts. Bon, vous voyez, c'est ridicule. On n'était pas suffisamment cultivé scientifiquement pour voir un avis autorisé. On ne demande pas aux gens, on ne pose pas aux gens des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre. Mais alors attendez, pardonnez-moi, d'abord, Elisabeth Lévy. Plusieurs choses. À ce moment-là, il faudrait peut-être supprimer le droit de vote. Sur les questions d'énergie. Mais non, le droit de vote, c'est des choix politiques. Sur les questions d'énergie, je pense que beaucoup de gens sont capables, par exemple, de comprendre que la libéralisation du marché de l'électricité en Europe a eu des conséquences désastreuses pour EDF et
heureusement qu'il y a un débat là-dessus auquel les experts participent. Vous trouverez beaucoup d'ingénieurs qui vous expliqueront ça très bien. Et il y avait un excellent article dans le débat que je vous recommande bien qu'il soit... Bon. Alors, donc, sur le référendum, d'abord, moi, je ne suis pas une fanatique du recours au référendum. Je ne pense pas qu'il faut le faire comme en Suisse tous les 4 matins pour demander aux gens si on doit avoir un hamster ou 2 hamsters. 30% de participation en moyenne. Pardon, mais... 30% en moyenne. Attention, parce que la Suisse... Non, mais juste une petite parenthèse. La Suisse, alors ce n'est pas un référendum, c'est une votation, vous le savez. Et puis aussi, c'est soumis quand même aussi, en fait, à un processus quand même avec les élus démocratiques. Mais par ailleurs, j'ai habité en Suisse, je connais un peu le sujet. C'est vrai. Donc, je vous assure qu'il y a cette consultation qui me semble excessive. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça me semble assez excessif. Cela dit, ils ont pris de très bonnes décisions par votation, comme celle d'imposer le ferroutage, c'est-à-dire le fait que les camions montent sur des trains, ce qui a beaucoup limité les dégâts à la magnifique nature en Suisse. Donc ça, c'était plutôt bien. Sur les référendums, donc la première chose, c'est que il faut entendre qu'il y a des dysfonctionnements dans la démocratie représentative. Pour moi, c'est le seul système possible, donc je ne suis pas du tout quelqu'un qui le conteste. Simplement, on voit bien que ça ne marche pas très bien pour beaucoup de choses. Quand vous avez des partis qui représentent 20-30% de la population et qui ont 7 députés, c'est la question du système électoral, ça ne va pas du tout. Les gens ne se sentent pas représentés. De plus, ils ont le sentiment aussi, si vous voulez, justement, que c'est une caste d'experts qui confisquent la décision démocratique, surtout. Par exemple, je me rappelle le référendum sur la Constitution européenne. Les gens ont lu la Constitution. On est un peuple très... on est un peuple très politique. Pas tous. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient contestés tout à fait rationnellement. Non. Voilà. C'est Et pas vrai. Pardon, C'est des mensonges. Bon, pardon, Non, mais il y a beaucoup de mensonges. Bon, moi je vous réponds en tous les cas, je suis On navré. disait que c'était le moins-disant au niveau sociétal et qu'on allait supprimer le droit à l'avortement en France. Enfin, c'est des conneries. Non, mais on a peut-être dit ça, on a dit aussi beaucoup de choses justes. Et excusez-moi, votre Europe aujourd'hui est surtout le fourrier de l'islamisme, avec toutes ces associations. Je vous rappelle que c'est l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne qui ont fait des campagnes de promotion du hijab. Alors les avancées sociétales grâce à l'Europe... C'est un satellite de l'Europe. Non, mais... Ça n'est pas l'Europe, ça. Non, mais demandez à votre amie Elisabeth Badinter, elle a beaucoup étudié la question de l'entrisme des associations woke et islamistes dans l'Union européenne. Ça, c'est pas de la faute de l'Union européenne. Bah si, c'est de la faute de l'Union européenne. C'est de la faute de l'entrisme. Non, mais c'est extraordinaire, ça. Mais bon, pardonnez-moi. Maintenant, sur le recours au référendum, la Constitution le prévoit sur les grands sujets. D'accord. Et moi, je crois que sur les grands sujets, le peuple a parfaitement le droit d'être consulté. On ne peut pas décider, si vous voulez, que parce qu'il y a le cercle de la raison et des gens très bien qui savent tout sur tout, si vous voulez, ces surdiplômés dont parle Marcel Gauchet, que le peuple doit être mis à l'écart et qu'on doit lui dire on sait ce qui est bon pour toi. Parce que ça n'est pas démocratique. Donc moi, je ne crois pas qu'il faille le systématiser, je ne crois pas qu'il faille le faire tout le temps. Je crois en revanche qu'on pourrait utiliser de temps en temps un peu plus le référendum sur les sujets très importants. Je vous donne un exemple. Alors je ne sais pas comment il faudrait formuler la question et en plus je ne dis pas que ça ne présente pas des dangers du point de vue de la campagne. Ça fait des années que sur l'immigration, tous les gouvernements mènent une politique antidémocratique. Pourquoi ? Parce qu'elle va à l'encontre des souhaits exprimés. Alors je ne suis pas non plus... Les sondages ne sont pas règle d'or, mais quand ils disent tous la même chose et vont tous dans le même sens, que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à ceux de Marine Le Pen, vous avez dans toutes les catégories une majorité de gens qui pensent qu'il y a trop d'immigrés. Évidemment parce qu'on ne peut pas les intégrer, c'est pas parce que les étrangers sont méchants, c'est pas parce qu'on est raciste, c'est parce que, si vous voulez, ça fait une société multiculturelle où il n'y a plus de culture de référence. Et les gens pensent ça dans toutes les catégories politiques, dans tous les échiquiers politiques, à des degrés divers, les socialistes, évidemment. Je veux dire, eh bien... Peu importe, les gouvernements continuent à mener des politiques qui sont des politiques immigrationnistes. Si vous voulez, ils racontent n'importe quoi. Et je trouve ça quand même, si vous voulez, que nous n'ayons pas la capacité de maîtriser notre destin collectif en décidant qui peut entrer sur le territoire français et qui ne peut pas, me semble être un grave problème démocratique. Alors c'est justement
là-dessus, par exemple, que je voudrais, ça tombe bien parce que je vous ai donné cet exemple-là, le référendum sur l'immigration, je suis contre ça. Pourquoi ? Parce que c'est un problème qu'il faut traiter en plusieurs fois, sans cesse, et il faut une expertise là-dessus. Et je pense, non, mais si, Elisabeth, non, c'est pas la peine de rigoler. Laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Parce que le problème de l'immigration. Vous avez raison sur toute la première partie, je suis d'accord avec vous. À peu près partout en France, dans nos territoires, il faut bien appelons ça comme ça, il y a un énorme malaise, voire un rejet, une colère contre la question de l'immigration. Non pas parce que les gouvernements successifs ont une politique migratoire que les gens refusent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de politique migratoire. Ça n'a rien à voir. C'est une vaste improvisation permanente, l'immigration. Or, étant donné la situation mondiale, ça n'est plus possible. Ça n'est plus possible parce que tout le monde veut aller en Europe. Cette Europe que nous détestons, où tout le monde veut aller. Là, il y a un petit... C'est pas à cause de l'Union européenne qu'ils veulent venir. Ils veulent venir, si, parce que... Alors, en fait, je crois qu'un des grands problèmes qui est apparu pendant la campagne, par son absence, qui est apparu par son absence, c'est le débat sur l'immigration qui est arrivé en 4e ou 5e position dans les enquêtes d'opinion, mais je pense que c'est le débat caché. En réalité, il n'est pas loin du premier, il n'est pas loin du pouvoir d'achat, mais les gens en déclaratif ne veulent pas dire ça. Donc ils mettent ça en 4e, mais en réalité, pour beaucoup de gens, c'est en premier avec le pouvoir d'achat. Bon, parce que c'est des problèmes de voisinage, c'est des problèmes qui sont difficiles à vivre au quotidien pour les gens. Voilà. Et il faudrait que ça soit évoquer, travailler politiquement et qu'il y ait une position, une proposition que le Parlement, moi je ne suis pas un spécialiste de la démographie et de l'immigration, mais par exemple que le Parlement puisse voter tous les 2 ans sur des quotas, des nécessités de régulation de l'immigration et qu'on s'en tienne là vraiment. Il faudrait traiter le sujet d'un point de vue légal, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il faudrait pouvoir légiférer régulièrement, comme on vote pour le budget tous les ans, on doit voter tous les 2 ans, par exemple, pour une politique d'immigration qui devrait être respectée. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça c'est vrai. Allez, on continue donc la vérité en face. Bon, on continue encore quelques minutes évidemment, et puis vous pouvez réagir 0826 300 300. On attend les appels. Est-ce que d'ailleurs sur cette question, Marine Le Pen, c'est vrai, elle voudrait gouverner grosso modo, je schématise un peu, mais par référendum, beaucoup plus que par le Parlement. Emmanuel Macron, lui, veut des référendums, mais beaucoup moins, mais il veut quand même qu'il y ait une participation citoyenne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Et puis, est-ce qu'il y a raison de dédiaboliser ou de continuer de diaboliser Marine Le Pen? Vous pouvez réagir et on continue d'en débattre avec Philippe Val et Elisabeth Lévy. A tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. Merci à vous d'avoir choisi Sud Radio. La vérité en face continue avec Elisabeth Lévy et Philippe Val, qui est ancien directeur de Charlie Hebdo et qui vient de sortir un livre, Dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, aux éditions de l'Observatoire. Oui, je vous le recommande, tiens, pour le week-end de Pâques. Un monde sans Dieu, c'est ça, voilà. C'est le bon moment, vous avez bien raison. C'est le bon moment. 0826 300 300, ça réagit à ce que vous disiez tout à l'heure, Elisabeth Lévy et Philippe Val, autour de Marine Le Pen et puis de cette volonté de gouverner ou pas par référendum. C'est Diane de Perpignan qui est avec nous. Bonjour, Diane. Bonjour tout le monde. Bonjour Elisabeth Lévy, je vous adore. Elisabeth, vous avez une fan, elle vous adore. Vous la réconfortez parce que ce matin, elle a perdu quelque chose qui lui est important, donc bon, ça lui fait du bien. Merci. Alors, Diane, Oui, alors je téléphonais pour vous dire que moi, j'ai voté toujours Chirac et Sarkozy. Je ne vois pas la différence. Sarkozy s'est assis sur le référendum qu'on avait fait. Il s'est bien assis dessus, si on s'en rappelle bien. Donc, le Macron, quand il parle, vous m'excuserez, c'est pour dire des choses. Il vous promet maintes merveilles et puis il les met à la cave de l'Élysée. Tout ce qu'il a fait, les recrues, il les a mis à la cave de l'Élysée et il continue à mentir. C'est un gros menteur. Et Marie Le Pen, écoutez, on l'a jamais essayé et je ne vois pas plus que Sarkozy ou les autres ce qu'elle a de différence. Pour l'immigration, Sarko, il les mettait au Karcher. Alors donc vous voyez, donc je vois pas trop qu'on arrête toutes ces bêtises. Et je voudrais réagir aussi sur quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure sur le monsieur de Charlie Hebdo, sur les vaccins. Philippe Val qui vous écoute. Sur les vaccins, sur ceux qui avaient fait les vaccins. Vous m'excuserez, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des chirurgiens, il y avait même des laborantins. Ceux-là, je crois qu'à l'école, ils n'avaient pas 0 sur le banc de l'école. Donc, monsieur, révisez. Il y
avait même des journalistes. Et ils ont pas alors à moins que vous, monsieur, vous journaliste, vous êtes au zéro en bas de l'école. Bon, pas toujours très bon. Voilà, il ne faut pas mépriser même ceux qui ont zéro. Ouais. Ils ont leur droit. Ouais. Et leur droit, monsieur, c'est de voter. Ouais. Et s'ils ne votent pas, ils doivent se taire. Je suis d'accord. Ouais. Mais on ne doit pas les insulter. Ouais. Philippe Val, en réponse à ce que dit Diane, c'est vrai ce qu'elle dit. Il y a aussi des il y a des médecins scientifiques. fous, il y a il y a des laborantins qui ont pété un câble et ça existe. Hein. Mais il y en a qui pouvaient remettre en cause, sans être anti-vax. Non, mais il y en a qui pouvaient remettre en cause la façon dont ça s'est fait, parce qu'on sait que c'est pas un vaccin en tant que tel. D'ailleurs, c'était plus un traitement. Le docteur Mengele était médecin aussi. Oui. Bon, Philippe, ça ne va pas. Non, mais attends, mais je veux dire par là que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est exempt de dinguerie et de mégalomanie. Je peux dire un mot là-dessus à Philippe. Excuse-moi, moi je ne suis pas du tout anti-vax. Au contraire, je considère, je le répète, que c'est une chance d'avoir un vaccin. Il y a tout de même un petit problème avec cette affaire de vaccin. C'est que, au début, et ça je ne le reproche à personne, tout le monde pensait que ce vaccin protégeait les autres. D'accord ? C'est ce qu'on nous disait, c'était la grande propagande gouvernementale. Non. Vaccinez-vous pour protéger les autres. Excusez-moi. Pour éviter les formes graves. Je termine. D'accord ? On disait que ce vaccin protégeait les autres. D'accord ? C'était vous protéger les autres, c'est un acte civique. Et à ce moment-là, effectivement, moi j'étais même pour l'obligation vaccinale pour tout le monde, puisque ça protégeait les autres. C'est vrai, vous l'avez défendu. À partir du moment, si vous voulez, où on s'est rendu compte, et je ne le reproche à personne, que ce vaccin ne protégeait que soi-même contre les formes graves. Je trouve que la donne changeait un peu, et elle a encore plus changé. Le jour où on a dit aux soignants non vaccinés, ce que moi aussi j'ai un peu de mal à comprendre, mais effectivement, je veux dire, j'essaye de le respecter. On leur a dit, vous n'avez plus le droit de travailler, mais qu'on a fait venir à l'hôpital des soignants vaccinés et malades, positifs, contagieux, là, si vous voulez... C'est minoritaire, là. Non, mais c'est une question de principe, Philippe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites cela, vous ne pouvez pas avoir la même position, si vous voulez, sur le vaccin. Et moi, ce que je reproche au gouvernement, ça n'est pas sa position initiale, c'est de ne s'être absolument pas adapté à l'évolution des connaissances scientifiques. Alors, on a fait une parenthèse qui était un petit peu longue. On est dans un pays où on a vacciné gratuitement tout le monde, où on a indemnisé les commerces, les entreprises qui ont été fermées pendant le confinement. On est quand même dans... Et on est dans la rue en train de gueuler. Pourquoi ? On a sauvé les commerces, on a sauvé des vies humaines, on a empêché quand même... vous savez que la principale maladie nosocomiale pendant cette période, ça a été le Covid dans les hôpitaux. Donc voilà... Bon, là c'était une parenthèse. Mais pour répondre quand même, il nous reste 4 minutes très précisément. Est-ce que Marine Le Pen, par exemple, serait capable de mener le pays ? Dernière question. Philippe Val. Moi, personnellement, je pense que non, pour une raison précise, c'est que si elle tient ses promesses de campagne, elle a... Voilà, d'ailleurs, j'ai à peu près le budget, si vous voulez. On est à 130... on est à... 123% de dette, 123% du PIB. Non, ça sera. Elle va monter. On y est là, on y est quasiment. Elle fait 120 milliards de promesses de cadeaux, donc, etc. Donc on va sortir de l'euro, obligé. Si on suit sa politique, on sort de l'euro, mais là, elle l'a déjà dit. Elle l'a déjà dit, mais en accord avec nos partenaires. Là, on va être en désaccord avec nos partenaires. Tant qu'on est en accord avec nos partenaires, l'Europe reste à peu près groupée. Là, on va sortir. Si on suit ce programme, automatiquement on sort. D'ailleurs, Mélenchon, c'est pareil. Dans les deux cas, on sort de l'euro. Et donc, en quelque sorte, on fout l'Europe en l'air. Mais pourquoi si la France se conduit comme ça, à ce moment-là, au moment où on a la guerre à nos frontières, où l'Europe doit être forte, solidaire, fournir des armes à l'Ukraine, etc., on a des choses à faire pour rester un pays démocratique, pour rester des pays démocratiques soudés entre eux. Et là, on va exploser l'Europe, tout simplement. Bon, donc vous dites que, pour moi, notamment sur cette question... Moi, je ne peux pas répondre à tout, là, pardon. Pardon, mais il reste très peu de temps. Donc je ne peux pas répondre sur l'Ukraine, etc. Est-ce qu'elle est capable de mener le pays ?
d'abord, je n'en sais rien. Parce qu'il y a une chose que je sais, c'est que si Marine Le Pen gagnait les élections présidentielles, elle serait probablement obligée de former une coalition. Et je pense que ce qui pose un gros problème à notre système politique, c'est précisément quand quelqu'un qui a eu 25% au premier tour, si vous voulez, gouverne seul. Et dans le fond, sans avoir l'obligation de négocier des compromis. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'elle serait obligée de le faire. Donc, ça ne veut... Bon. La deuxième chose, c'est quels sont, pour vous, les problèmes les plus graves. Moi, je vous le dis, je le reconnais, et j'ai évolué là-dessus. Pour moi, je veux dire, tant pis, le pouvoir d'achat, tout ça est très important, d'accord. Mais pour moi, le problème le plus grave aujourd'hui, celui qui menace la France dans ses fondements, c'est l'islam radical qui s'étend, si vous voulez, qui n'est pas une petite minorité groupusculaire. C'est l'immigration massive de gens que nous ne savons pas, que nous ne pouvons pas accueillir dignement et pas intégrer dignement. Voilà, ça, pour moi, c'est le problème numéro 1. Le reste... Et ça, chacun a ses priorités, je peux parfaitement le comprendre. Donc, probablement sur l'économie, Marine Le Pen est peut-être effectivement assez peu performante. Là-dessus, sur ces sujets, je pense qu'elle pourrait faire... Vous savez, on peut pas non plus... C'est un gros bateau, la France. On fait pas des grandes embardées. Le gouvernement n'a pas tous les pouvoirs en réalité. Et on peut prendre des décisions qui, quand même, pense qu'elle pourrait... conduisent, Écoutez, vous savez, sur cette affaire d'immigration, je crois que Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai plutôt de l'affection personnelle, a une grande responsabilité. Parce qu'il a fait venir à lui les électeurs du RN sur 7 promesses. Rappelez-vous, Philippe, en 2007. Et il ne l'a jamais tenu. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème crucial. Maintenant, si vous voulez, comme l'a dit cette dame, Marine Le Pen, c'est la seule que personne n'a jamais essayé. Donc, je n'en sais rien. Oui, Philippe Val. Je pense qu'effectivement, il va falloir penser... C'est vital à une régulation de l'immigration, d'une façon ou d'une autre, mais il faut réguler cette immigration de façon à ce qu'elle soit encaissable par le pays, qu'on puisse, comme disait Elisabeth, d'ailleurs, accueillir dignement, intégrer, former, assimiler. Tous ces mots sont pas tabous, ce sont des vrais sujets de société. Et quand on arrive dans un pays laïque, on devrait peut-être même mettre dans nos aéroports, attention, ici vous arrivez dans un pays laïque. C'est une bonne idée. Vous voyez, parce que c'est quelque chose... Vous devriez la suggérer à Emmanuel Macron. Parce que quand on va dans des pays religieux, etc., on respecte les coutumes et les us des personnes qui vivent là. Et peut-être que quand on vient chez nous, il faudrait respecter aussi cette laïcité qui est à la base de notre système démocratique. Merci en tout cas à tous les deux, Elisabeth Lévy et Philippe Val. On rappelle votre livre, bien sûr. Oui, le dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, qui est sorti aux éditions de l'Observatoire. Et vous voulez dire que il y a la sortie de Causeur. Bien sûr, il faut acheter Causeur. Non, mais je voulais citer, parce que pour les gens qui aiment l'histoire des années récentes, des années 70, 60, etc., moi je vous recommande un livre de Philippe Val qui s'appelle Ton Zola, pardon, redis-moi le titre. Tu finiras clochard comme ton Zola. Ça, c'est un vrai roman du siècle, enfin de la fin du siècle, disons. Et ça, je vous le recommande, c'est vraiment formidable. Merci.